Deux invités qui vont vous captiver, ça j'en suis persuadée, mais peut-être aussi vous émouvoir parce qu'il y aura des terrains de recherche développés et l'explication du rôle qu'elles remplissent auprès de patients ou bien de témoins de l'histoire et une histoire souvent traumatique. Bonsoir Mathilde Groussard. Bonsoir. Vous êtes enseignante-chercheur en psychologie et neuropsychologie à l'Université de Caen. Et je précise que votre doctorat portait sur l'effet de l'expertise musicale sur le cerveau et la mémoire. À vos côtés, Mina dos Santos. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ethnomusicologue et vous avez mené alors deux mémoires. Un mémoire sur la Russie et les chants de lamentation, on va en parler ce soir, et puis un autre sur la Russie et les musées. Et vous êtes en train de faire une thèse, rédiger une thèse, et c'est un gros morceau dans ce parcours de recherche. Une thèse intitulée Babouchka, des lamentations au récit de vie quand la musique devient histoire, une thèse en ethnomusicologie. Alors peut-être avant toute chose, plongeons peut-être dans vos terrains de recherche, dans vos univers, pour comprendre comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser au rôle et à l'impact de la musique sur le cerveau. Et avant de vous entendre, Mathilde Groussard, on peut projeter tout de suite un extrait de vidéo. Passe la rivière, coule la rivière, derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y vais parfois pour me reposer, les pieds dans la fraîche, les pieds dans la fraîche. J'y vais parfois pour me reposer, aux après-midi ensoleillés. Je connais pas ça. Vous connaissez pas Madame Marquenet? Non, moi non plus, c'est là que Je connais pas parce que je n'ai pas jamais entendu que... Ah non, c'est pas parce qu'on a... Ça n'empêche pas qu'elle est belle. Ah, voilà, je voulais connaître vos sentiments sur la musique, sur les paroles. Ah oui, Vous la trouvez belle? Ah ben oui, mais Je connais pas. on la connaît Oui. pas, quoi. Alors, Mathilde Groussard, vous avez peut-être, avant de nous expliquer comment vous avez basculé sur ce terrain de recherche, nous expliquer ce que l'on vient de voir concrètement. Oui, donc ici c'est une vidéo qui a été tournée dans un EHPAD à Biéville-Beuville, à côté de Caen, en Normandie, et au cours duquel on réalise ce qu'on appelle des ateliers d'apprentissage de chants nouveaux, puisque on a pu observer des capacités chez des patients Alzheimer, donc ici ce sont des patients Alzheimer, des capacités à apprendre de nouvelles chansons malgré une atteinte de leur mémoire, comme vous le savez, de leur mémoire épisodique. Ils ont des gros déficits et pourtant ils sont capables d'apprendre et on voit qu'ils prennent beaucoup de plaisir. On y reviendra tout à l'heure, on en reparlera. Donc ça c'est une partie des travaux qu'on mène dans mon unité de recherche à Caen, et puis un autre pan de mes travaux porte sur l'effet de l'expertise musicale sur le cerveau et tous les liens qui sont opérés entre les musiciens et les non-musiciens, les distinctions d'un point de vue cérébral entre musiciens et non-musiciens. Donc à la fois la question de la dissociation cérébrale chez les patients entre mémoire des mots et mémoire musicale, et puis essayer de comprendre à partir de ceux qui sont vraiment de cet univers, donc les musiciens, comment ça se passe au niveau de l'imagerie fonctionnelle, d'activation dans leur cerveau. On va en reparler dans un instant. Mina dos Santos, pour plonger dans votre univers de travail, donc l'ethnomusicologie en Russie à partir des chants de lamentation. Voyons peut-être d'abord cette vidéo et ensuite on revient vers vous. Но надо оплакать его обязательно. Ну и вот кто как умеет плакальщица, это что же, тоже куда ж ты уходишь, твои ноженьки не будут топтать зеленую травушку, да что ж сырую земелюшку ты не будешь больше. Вот такие. Это называлось проводить со слезой умершего, со слезой. J'ai été invitée à travailler sur les lamentations, qui est donc un chant en fait plutôt triste, un chant de deuil, de séparation, qui intervient. Il y en a dans le monde entier, je précise. Il y en a en Grèce, il y en a en Russie, il y en a en Ukraine. Et en fait, ce sont des chants donc, qui accompagnent des séparations douloureuses. Ça peut être des mariés qui quittent
le foyer, on pourrait dire maternel, pour aller dans la famille du mari. Ou alors, c'est beaucoup plus tragique, il y a vraiment une mort et puis on dit au revoir. Donc il y a cette idée de séparation. Et donc j'ai été invitée, moi, à collecter des lamentations dans le cadre de mon master. Et donc il a fallu que j'aille en Russie, comme ça, un peu trouver des lamentations comme ça. Ça a été vraiment difficile, en fait. Et donc j'ai rencontré des vieilles femmes qui avaient une mémoire extraordinaire. Donc c'est vrai qu'avec Mathilde, on fait un peu le pour et le contre, c'est-à-dire que moi je parle d'hypermnésie, tandis que Mathilde elle va évoquer aussi l'amnésie, mais en fait dans les deux cas la musique vient réveiller quelque chose de très 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 fort. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en allant collecter des lamentations, eh bien les personnes naturellement me racontaient des histoires qui étaient très traumatiques, parce que la Russie a une histoire très traumatique. Ça concerne la guerre, ça concerne dans la guerre, le siège de Leningrad, qui est quand même une page terrible de l'histoire mondiale. Et donc, en fait, en collectant des lamentations, il y a eu des résurgences mémorielles totalement inattendues chez ces personnes. Donc moi, j'avais 20 et quelques années, et je me suis retrouvée en possession de témoignages qui me dépassaient beaucoup, et en fait qui m'ont énormément touchée, qui m'ont énormément émue. Et notamment dans les lamentations, donc je demande à une de ces vieilles femmes que nous allons voir de me parler d'une lamentation et de la chanter. Et en fait, c'était extrêmement dur pour elle d'associer le chant, parce que tout de suite, il y a les larmes, il se passe quelque chose. Et en fait, derrière la lamentation, il y a un deuil qu'on va découvrir. Mais en fait, ça allait beaucoup plus loin que le simple témoignage. Et donc, on se retrouve avec une musique et puis une histoire qui, pour moi, je pense, sont très révélateurs. Donc musique, mémoire, émotion, tout est lié, psychanalyse, art-thérapie, Oui. et puis vous vous retrouvez avec un matériau en étant jeune chercheuse et avec un matériau qu'il faut quand même décrypter et en comprendre aussi les tenants, les aboutissants et puis les effets et l'affect. On peut peut-être préciser, parce que vous parliez de la Russie, que finalement la plupart de ces personnes sont ukrainiennes, je crois. Alors en fait, comme l'histoire de la Russie est aussi celle de l'URSS, en fait après la guerre, il faut savoir que vraiment en ce qui me concerne, toutes les personnes que j'ai interrogées qui venaient de villes différentes ont toutes vécu en Ukraine après la guerre. Je ne l'explique pas pourquoi, parce qu'évidemment à l'époque je ne pensais pas qu'un tel conflit éclaterait, mais en tout cas toutes les grands-mères que j'ai rencontrées. Donc babouchka en russe, ça veut dire grand-mère. Hein, c'est pour ça que ce mot ne sort pas de nulle part. Elles ont toutes vécu en Ukraine, mais parce qu'il y avait aussi beaucoup de terres fertiles, et qu'en fait c'était l'époque des kolkhozes, des fermes communes, et que donc on allait remettre le grand pays soviétique sur pied. Voilà. Donc, alors peut-être que, comme vous le disiez, Mina Dos Santos, c'est que à l'époque vous n'aviez pas forcément cette question à poser. Pourquoi l'Ukraine? Il faut dire que toute cette mémoire recueillie, vous l'avez recueillie à quel moment? Sur les 15 dernières années. Voilà. Donc on n'était pas dans cette question géopolitique d'aujourd'hui et de guerre sur le continent européen. Et puis la deuxième vidéo. Donc là, vous allez avoir un exemple, moi que je caractérise vraiment de défraction de la mémoire. C'est-à-dire que cette femme chante et elle me décrit une lamentation sur le mari. Donc elle dit, là, il vient de mourir, la femme s'approche du cercueil et voilà ce qu'elle va faire. Et donc je vous laisse découvrir. А ты не по-настоящему не переживай, не плачь, а просто голосом сделай понарошку, как вот. Понарошку, так вот. Да, как печально. Да к кому ж я теперь пригорнусь, моя ты удалая головушка? Да с какой же я пути дороженьки буду тебя встречать да ждать? Да с кем же я пойду на широкое полюшко? Зароют тебе в сырую земелюшку. И никогда больше ты не придешь к нам, удалая головушка. Ты не приголубишь своих дедушек. А кто же меня-то пожалеет, горькую сиротинушку? Какие нервы слабые. У меня что меня ослабело. Вот. Да, конечно. У меня сын погиб 6 лет тому назад. Вот будет 7 лет, 11 апреля.
Он какой красавец. Voilà, donc bon, je vous prie d'excuser J'avais 20 ans quand j'ai filmé cette vidéo et donc je ne savais pas filmer du tout, et en plus elle est particulièrement sombre sur l'écran, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, elle décrit en fait tout simplement un chant de deuil qu'elle ne peut pas chanter, je précise. À chaque fois, vous voyez qu'il y a les paroles, la musique n'est pas là, et en fait, elle dit « J'ai perdu mon fils il y a 7 ans ». Et alors que le lien de cause à effet, en vérité, n'est pas évident, puisque moi, je suis ethnomusicologue, j'arrive, je lui demande juste de me confier des lamentations. Point barre. Et normalement, c'était sur son mari. Et en plus, c'est sur le mari. Et elle associe tout de suite la perte avec sa propre perte, qui est la perte d'un enfant, en fait. Et donc, moi, c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser entre musique, mémoire, et cerveau et émotion. Concrètement, ces lamentations des babouchkas, elles ont lieu quand? Dans les rituels en fait de commémoration, la société, j'ai pas envie de dire soviétique, pas du tout, mais les Russes et les autres peuples slaves commémorent énormément leurs morts et restent en contact avec eux, et donc il y a des rituels fréquents. On va au cimetière, 3e, 9e jour, 40e jour après le décès. Et aussi pour les mariages, comme je vous le disais, le jour de la noce, on va pleurer. On va pleurer, mais on va aussi après se réjouir. Mais c'est important, disons que les larmes, le rôle des larmes serait aussi à étudier ici. C'est qu'est-ce que les larmes, comment elles permettent de nous guérir, en fait, aussi, bien qu'on parle de choses absolument tragiques. Pourquoi est-ce que pleurer, c'est si bon avec la musique? Кричали даже там голосом. Ну как, конечно, это же как песни пели, кричали. Да, вот можешь показать? Не могу, я слезы. Да, слезы не надо. Понарошку. Понарошку. Знаешь, как у меня такая была девочка, бабушка в этом Гусевой горе. Она понарошку на свадьбе, мы свадьбу долго играли. Так она, знаешь, как плакала? Сейчас тебе покажу. Вот так обхинется платком, закроется, там в середине хохочет сама. А сама голосом слова говорит и плачет. Платком закроется, вот так и делает вид. Ой, ты моя ля-ля-ля-ля, ой, ля-ля-ля. А куда ж я тебя провожаю, моя деточка? Да. Да ты ж моя рожаная детеночка. Да когда ж ты ко мне придешь, моя лебедушка? Да когда ж я тебя увижу, моя родная ты? Вот так, молодец. Вот в платке сразу получилось. Peut-être qu'on peut justement s'intéresser, aller plus avant sur le fonctionnement cérébral, Mathilde Groussard, avec justement ces études de cerveau, des cerveaux sains, pour essayer de comprendre les points qui mobilisent en fait la mémoire des mots, la mémoire de la musique. Ça se passe à quel niveau? Donc pour ce faire, je crois que vous aviez prévu un PowerPoint un petit peu plus éclairant, c'est ça? Quelques illustrations. Alors, les travaux qui sont réalisés chez les musiciens par rapport aux non-musiciens datent d'il y a maintenant depuis 10-15 ans à peu près, voire une petite vingtaine d'années. On s'est posé des questions de savoir globalement si le fait d'avoir une pratique musicale, quand j'entends musicien, je parle de personnes qui ont une pratique musicale, d'un instrument de musique, avec un apprentissage formel de la musique. Ça, c'est souvent une question qu'on a, mais c'est vraiment les études s'appuient sur des individus qui ont appris au conservatoire ou dans des écoles de musique la musique. Et quand on regarde leur cerveau, on constate qu'il y a à la fois des modifications d'un point de vue de l'anatomie du cerveau, mais aussi du fonctionnement de leur cerveau. D'un point de vue de l'anatomie du cerveau, on a des modifications qui sont de manière assez cohérente, directement en lien avec les structures qui sont impliquées dans l'apprentissage de la musique, donc tout ce qui va être au niveau du cortex moteur, du cortex auditif, tout ce qui va être ce qu'on appelle somatosensoriel, donc vraiment ce qui est nécessaire pour réaliser la pratique musicale.
Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a un transfert vers des fonctions cognitives et une amélioration des performances, du fonctionnement global du cerveau des musiciens vers des fonctions qui sont pas forcément complètement directement sollicitées lors de l'apprentissage, mais qui vont pouvoir être bénéfiques dans la vie quotidienne, comme ce qui est illustré ici, la mémoire de travail, le raisonnement non verbal, des capacités au niveau langagière ou encore au niveau des fonctions exécutives. Ce sont toutes ces fonctions qui nous permettent d'avoir un contrôle sur nos actions dans notre vie quotidienne. Donc avec un bénéfice chez les musiciens par rapport aux non-musiciens, mais également au niveau de la mémoire. Est-ce qu'on peut changer ? Au niveau des structures cérébrales, ce qui est aussi intéressant d'observer, et moi qui m'intéresse aussi plutôt au vieillissement, on a été assez intéressé de voir qu'en fait, il n'est pas forcément nécessaire de pratiquer depuis des années et d'avoir commencé la musique, par exemple, à l'âge de 7 ans, pour voir des bénéfices de cette expertise pour la musique. Et donc c'est ce qui est illustré ici avec des régions, et en particulier une région qui est l'hippocampe, qui est particulièrement impliquée dans la mémoire épisodique, qui est aussi une structure qui est atrophiée, abîmée, on va dire, altérée dans le vieillissement pathologique, comme c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer, donc qui est une pathologie de la mémoire, vous le savez, vous en avez sûrement entendu parler, vous connaissez probablement quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer autour de vous. Et donc, ce qu'on observe, c'est que c'est une région qui va bénéficier des modifications en lien avec la pratique musicale, et ça, dès quelques années de pratique. Donc nous, d'un point de vue prévention, on trouve ça assez intéressant, puisqu'on peut considérer qu'il est toujours temps de commencer, et que même si on n'a pas une pratique musicale depuis très très longtemps, eh ben on pourra en voir probablement des bénéfices sur une structure, notamment, pas que, mais sur des structures qui sont impliquées dans la mémoire et les fonctions de contrôle mnésique notamment. Donc ça veut dire que concrètement, il y a des zones qui sont plus sensibles à la musique, c'est ça, dans le cerveau, et donc on peut techniquement voir quelles sont les influences, c'est ça ? Alors on peut voir quelles sont les structures qui sont modifiées par la musique, et puis aussi on peut voir quelles sont les structures qui vont bénéficier, être mobilisées. Alors là, moi j'ai parlé de la pratique musicale parce que c'est principalement les travaux qu'on a menés nous dans notre unité de recherche, mais il y a des travaux qui s'intéressent aussi à l'écoute musicale et qui permet d'observer quelles sont les régions qui vont être stimulées, activées lorsque on fait appel à notre mémoire et qu'on entend une musique qu'on a entendue préalablement, par exemple. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on a pu observer, où on a regardé, on s'est posé la question de savoir est-ce que lorsqu'on reconnaît une musique comme étant quelque chose qu'on a déjà entendu, par rapport à lorsqu'on reconnaît une expression de la langue française ou du langage, est-ce que ça sollicite les mêmes régions dans notre cerveau ou pas? Autrement dit, est-ce que les régions qui sont impliquées dans la mémoire pour le langage sont identiques à celles qui sont impliquées pour la mémoire pour la musique? Et ceci, quel que soit notre niveau d'expertise pour la musique, hein, chez tout le monde, n'importe quelle personne. Donc on peut peut-être changer de diapo, et on va observer que c'est une question qu'on s'est posée, et donc on a mené des études auprès de sujets, ce qu'on appelle chez nous des sujets sains, donc des individus qui vont bien, qui n'ont pas de pathologie particulière. Ici, les résultats sont montrés, illustrés chez des sujets jeunes, parce que c'est ce qui est le plus facile à faire passer, on va dire, comme étude à des individus. On les a donc... on leur a fait passer un IRM. Un IRM, ça permet de voir l'activité du cerveau pendant qu'on réalise une tâche. Et ici, on leur a fait écouter soit de la musique, soit du langage. Donc le langage, c'était des expressions de la langue française. Et on leur demandait de nous dire, sur une échelle, en 4 points, si c'était une musique ou une expression de la langue française qu'ils avaient l'impression d'avoir déjà entendu, qu'ils connaissaient. Pour pouvoir répondre à cette question-là, si je vous fais écouter une musique particulière, vous allez forcément aller faire une recherche en mémoire pour aller regarder si dans votre mémoire, vous avez déjà entendu cette musique-là. Et vous allez forcément aussi l'associer, si c'est quelque chose que vous connaissez, à des souvenirs, des émotions, etc.
Quand on regarde d'un point de vue du cerveau ce qui se passe, on constate qu'il y a une différence entre les régions qui sont impliquées pour la musique, qui sont représentées ici en rouge, et celles pour le langage, qui sont représentées sur l'illustration que vous avez en bleu, et puis qu'il y a des régions communes. Donc avec finalement un plus vaste réseau de régions qui sont impliquées lorsqu'on reconnaît une musique qui nous est familière. Et c'est une explication possible de tout ce qu'on va évoquer, que ce soit l'observation d'une meilleure préservation de la musique chez des patients Alzheimer ou l'utilisation de la musique pour nous aider à associer des souvenirs ou récupérer des souvenirs lorsqu'on on entend une musique, puisqu'il y a une association avec aussi beaucoup les émotions. Nina Dos Santos, est-ce que ça résonne en vous par rapport à certains témoignages peut-être laissés par des babouchkas, elles-mêmes peut-être victimes en partie ou de la maladie d'Alzheimer? Alors, en tout cas, ça évoque une chose très très parlante sur mon terrain, c'est-à-dire que c'était tellement dur pour ces femmes de livrer une lamentation, parce qu'une lamentation, c'est quoi? En fait, c'est un mélange de pleurs et de musique, sur des paroles qui sont quand même très très tragiques. C'est pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as abandonné, qu'est-ce que je vais devenir? C'est vraiment ça, on est seul devant l'existence. Et en fait, pour ces grands-mères, c'était plus simple de me donner d'abord les paroles, donc sans la musique. Et ensuite, quand vraiment il y avait la musique, là en fait on basculait dans le souvenir, et là on me racontait... Ah oui, c'est quand j'ai perdu mon fils, ou c'est quand il y a eu la guerre et que j'ai perdu ma famille. Et en fait, l'association musique-parole, pour moi, mériterait vraiment d'être développée, enfin même dans mon sujet, et révèle quelque chose, à mon avis, d'essentiel dans ces recherches, parce qu'il y a quelque chose qui, dans l'association du verbal ou du non-verbal, qui est extrêmement révélateur, en tout cas d'un point de vue émotionnel. Voilà, je pense. Et il me semble important de dire qu'à l'origine, par exemple au Moyen-Âge, émotion, ça voulait dire sortir de soi. Et ça voulait même dire qu'on pouvait provoquer des remous sociétaux. C'est quelque chose qui va loin quand même dans cette approche de l'émotion et de ce que ça crée chez nous, chez l'homme. Voilà, par la musique. Donc assumer des pleurs ou autre chose, mais des émotions, tout en témoignant ou racontant et tout en donnant un récit, c'est ça? Oui, oui, oui. Et, oui. Ce que vous dites, c'est que finalement, par rapport à un travail d'historien qui irait juste en quête de témoignages, le fait d'associer aussi la musique dans votre travail, vous allez encore plus loin peut-être dans le récit ou dans ce que le témoin vous donne? En tout cas, c'est totalement ce qui s'est passé pour moi, parce que je n'attendais pas de récit sur la guerre, ou je n'attendais pas de récit sur le siège de Leningrad. Le siège de Leningrad, pour rappel, c'est quand même que la ville a été enfermée totalement. Leningrad, qui est Saint-Pétersbourg aujourd'hui, pendant 900 jours, d'accord? Et donc là, dans les vidéos, il y a une survivante qui a aujourd'hui 100 ans, donc c'est quand même... lourde, justement, sa mémoire, elle est très très lourde, sa mémoire autobiographique. Donc justement, la musique, moi, m'a permis de collecter l'autobiographie, la mémoire autobiographique de certaines personnes, alors que je ne l'attendais absolument pas. À la fois, il y a du témoignage et en même temps, il y a du soulagement. Alors, concernant le témoignage, parce que là, vous avez eu l'occasion de rencontrer des témoins donc d'un certain âge qui avaient vécu aussi les guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale, donc les déportations, les ruptures brutales, les déplacements de population, cette mémoire traumatique. Et donc, à travers les lamentations, c'est aussi cette façon de raconter ce par quoi ils, elles, sont passés. En fait, c'est comme si les lamentations permettaient aussi à ces femmes de se confier. C'est-à-dire qu'on vient pour de la musique et on repart avec des récits sur la guerre, parce que ça permet aussi de partager quelque chose qui n'est pas tabou, mais finalement en Russie, il y a peu, et en Ukraine, parce que comme je le dis, elles ont toutes vécu en Ukraine, et pour elles, c'est un seul et même peuple. Alors, sans rentrer dans les considérations géopolitiques ce soir, mais c'est important pour elle qu'on sache ça. Et donc, quand moi je suis revenue, en fait, cette femme que vous voyez, c'est la même qui pleure son fils 10 ans auparavant. En fait, c'est la même. Et je l'avais perdue de vue, je ne la trouvais plus, puis le hasard a fait que j'ai pu la retrouver finalement. Et 10 ans après, elle me disait « Oh, mais tu te souviens de moi ?» Mais bien sûr que je me souvenais d'elle.
parce que moi j'ai été touchée au plus profond. Imaginez à 20 ans recueillir un récit entier sur le siège de Leningrad, sur la famine, sur ce que c'est que la survie quand elle avait 17 ans, parce qu'elle avait 17 ans quand elle s'est retrouvée enfermée dans la ville, et qu'elle me racontait aussi qu'elle n'avait pas été à l'école, qu'il y avait toute cette culture de la paysannerie, ou vraiment quelque chose qui pour moi personnellement était totalement étranger, mais en fait c'est tellement d'histoires dans une histoire, avec la musique qui vient raconter la guerre, puis la perte d'un enfant, puis aussi ce que c'est que les fêtes, parce que même si on commémore un mort, c'est aussi une fête. Donc on va lui donner à manger. Donc il se passe énormément de choses en fait. La musique, elle raconte tout ça. Et donc c'est pour cela que pour moi c'est totalement indissociable, ce lien témoignage, musique, Mémoire. mémoire. Mina dos Santos, parfois il y a le refus aussi de faire des lamentations. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Donc là, un extrait ne sera pas montré, mais alors pour avoir un extrait de lamentation, ça m'a pris 1 mois. Hein, c'est pas une journée, c'est pas une semaine, c'est 1 mois entier sur le terrain, à être parfois totalement désemparé, vraiment, parce que parfois on va dans une intimité qui ne nous appartient pas en fait. On n'est pas les amis de ces personnes. Et on leur demande de se mettre à nu, de partager une émotion. C'est vrai que si on réfléchit vraiment à l'émotion musicale, même vous, si vous êtes ému par une musique, vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde le sache. Il y a de la pudeur, oui. Voilà, il y a une forme de pudeur qu'on Et demande l'intimité, à la en fait. personne de perdre. On lui dit, fais-le. Et la personne dit, mais je n'ai pas envie, parce qu'en fait, on voit ce que ça vient réveiller. Et donc, il y a des grands-mères qui m'ont dit « Ah non, moi, je ne me lamenterai pas. Je ne me lamenterai pas. » Donc, et il y a aussi cette question de la mémoire qui disent « J'ai oublié. J'ai oublié. » Et c'est vrai que j'ai vu quand même des personnes âgées ne pas se souvenir du tout, avoir oublié totalement tout ce qu'elles connaissaient alors qu'elles chantaient en chœur. Et parfois, elles disaient « Ah non, là, je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai oublié. » Mathilde Groussard, ça rejoint justement le travail que vous menez. Alors, de quelle façon est-ce que la musique peut jouer un rôle dans peut-être l'accompagnement, on ne peut pas dire le traitement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de traitement de la maladie d'Alzheimer, mais vous travaillez vraiment sur ce terrain et ça donne de l'espoir, on imagine, hein, à la fois pour les encadrants, pour les patients, pour les aidants. Oui, alors en fait, on a pu observer, comme vous avez vu dans la vidéo au départ, qu'en pratique clinique au quotidien, et puis si certains d'entre vous travaillent avec des patients Alzheimer, que malgré des déficits de mémoire massifs, et notamment pour le langage, ils conservent des très bonnes capacités pour la musique. Dans les EHPAD, souvent on propose des ateliers chant. Alors souvent, initialement, ce sont des ateliers sur l'utilisation de chants anciens, par exemple. Et ces patients sont capables de chanter ces chansons anciennes. Ils ont conservé des bonnes connaissances de mémoire pour les chants anciens, vont être capables, même on s'en rend compte, de réapprendre des morceaux des chants anciens. Et puis, avec notre collègue Odile Le Tortue, médecin gériatre, elle s'est dit à un moment... c'est bien, mais on peut peut-être aussi faire d'autres choses parce qu'on observe que la musique est très bien préservée chez les patients, qu'ils éprouvent beaucoup de plaisir à chanter. Et donc, pourquoi pas chanter d'autres choses et pas que des choses anciennes qu'ils connaissent depuis longtemps. Et c'est ce qui a été fait comme expérience. Initialement, on a pu ainsi constater dans des ateliers chant qu'ils étaient capables d'apprendre de nouvelles chansons. Et nous, expérimentalement, d'un point de vue scientifique, on a essayé d'accompagner ces observations cliniques pour mieux comprendre et essayer de déterminer ce qui se passe dans le cerveau et ce qui permet aux patients Alzheimer d'apprendre ces nouvelles chansons. Donc pour ça, on a mené une expérience où on a amené des patients Alzheimer à réaliser un IRM après avoir, pendant plusieurs séances, été exposés à des nouvelles chansons, des chansons qui initialement étaient complètement inconnues et qui progressivement, au fur et à mesure des séances, sont devenues familières. Donc, c'est-à-dire que ce sont des patients qui sont capables de dire à l'issue
oui, ce sont des chansons que j'ai déjà entendues, mais évidemment, puisqu'ils ont des troubles de mémoire qu'on appelle épisodiques, ils ne sont pas capables de savoir où et quand ils les ont appris. Mais pourtant, ce qu'on observe, et c'est ce que vous allez voir dans les 2 petites vidéos qu'il y a ici, elles sont capables, ces personnes-là, de dire bah oui, oui, j'ai déjà entendu ça. Donc on peut peut-être montrer pour voir la différence entre une chanson qu'ils n'auraient jamais entendue et une chanson qui a été préalablement exposée plusieurs fois dessus. Pour des soleils enfants aux rires incandescents. Mais la musique, mais pas la... Revivre ridicule et savant, les rires où sont cachés les étoiles étendues de nuées blondes. Pour des soleils enfants aux rires incandescents, le clown fera revivre ridicule et savant, les rires où sont cachées les détresses du monde. Celle-ci, je ne connais pas. Du tout. Non. Donc là, on voit une réponse très franche. Elle est sûre d'elle. Pour elle, elle n'a jamais entendu cette chanson. Et en effet, c'est le cas. Elle n'a jamais entendu au préalable cette chanson. Et puis, la deuxième chanson qu'on a exposée pendant plusieurs jours de suite. Donc juste, on leur faisait écouter et on leur demandait comment ils trouvaient cette chanson, si éventuellement ça leur évoquait des choses, si c'est une femme ou un homme qui chante, etc. D'accord ? Sans consigne, et ça c'est important, sans leur avoir demandé explicitement d'essayer de mémoriser cette information-là. D'accord ? La sirène a sonné, les marins vont embarquer. On descend sur la terre des cœurs gros qui se serrent et le bateau prend la mer. J'aime bien cette là. Est-ce que tu as déjà entendu celle-là? Tu l'as déjà entendue, t'es sûre de toi là? Oh là, oui. Tu sais où que tu l'as entendue? Ou c'est français ça? Bah, aussi bien dans une maison. Chez toi quand tu étais... Ah oui, chez moi. Ouais. Donc on voit ici qu'elle est convaincue de sa réponse, c'est-à-dire qu'elle est certaine de l'avoir déjà entendue, cette chanson-là. Il n'y a pas de doute. Pourtant, en fait, elle vient de l'apprendre puisqu'elle a été exposée juste les quelques jours avant à cette chanson-là. Donc ça, on a mené cette expérience-là auprès de plusieurs patients et aussi auprès de sujets âgés contrôle du même âge. Est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante ? Et on a ensuite amené ces patients dans l'IRM où on leur a fait justement ce qu'on appelle une séance test. Donc on leur a fait écouter plusieurs chansons qu'on avait exposées au préalable, des chansons qui étaient complètement inconnues et des chansons qui étaient anciennes, c'est-à-dire des chansons qui potentiellement connaissent depuis toujours, comme par exemple Charles Aznavour, des différents types de chansons. Et sur l'illustration, vous avez représenté en bleu les résultats pour des sujets âgés sains, donc des sujets qui n'ont pas de pathologie particulière, et en vert, c'est les mêmes couleurs, en vert les patients Alzheimer. Et ce qu'on constate, c'est que les patients Alzheimer ont des capacités à distinguer des chansons qu'ils ne connaissent pas du tout à des chansons qu'ils viennent d'apprendre, comme des sujets âgés sains. Donc c'est-à-dire que vraiment, ils ont une trace en mémoire des chansons qu'on vient de leur faire apprendre. Alors même que pour le langage, par ailleurs, quand on regarde, on a fait aussi des expériences du même type avec des poèmes, par exemple, ils ne vont pas réussir à conserver une trace en mémoire du langage. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a une résistance très spécifique lorsqu'il s'agit de la musique dans la mémoire des patients Alzheimer. Et cette observation, alors on a fait aussi passer des examens IRM pour voir pendant qu'ils écoutaient des chansons qu'ils venaient d'apprendre par rapport à des inconnus, quelles étaient les régions qui étaient activées dans leur cerveau. Et on constate qu'ils activent, alors en rouge vous avez les activations des sujets âgés sains, en jaune les patients Alzheimer. On constate qu'ils activent une région qui est dans le réseau de régions activées par les sujets âgés sains. Donc il n'y a pas une réorganisation, ils utilisent la même chose, on va dire, que les sujets âgés sains, mais de manière diminuée, liée à l'atrophie
cérébrale du fait de la maladie qui avance, puisqu'ici, il faut bien comprendre que ce sont des patients Alzheimer qui sont en institution, donc qui sont à un stade très avancé, qui ont des gros troubles de mémoire épisodiques, qui ne sont pas capables de vivre au quotidien chez eux tout seuls, qui, si je les croise, je leur dis bonjour, ils me disent bonjour, je reviens 5 minutes après être allé chercher par exemple mon ordinateur pour leur diffuser la musique, ils me redisent bonjour comme si c'était la première fois qu'ils m'entendaient, qu'ils me rencontraient. Pourtant, pour la musique, ils en gardent une trace en mémoire, et une trace en mémoire comme en fait si c'était des choses qu'ils connaissaient depuis toujours, puisque si on écoute ce qu'elle dit, puis on a eu d'autres expériences, elles vont considérer qu'elles savent ça depuis longtemps. Elles savent plus trop depuis quand. Le moment où ils ont appris les choses est pas très clair. Par contre, il y a vraiment un stockage en mémoire et une expérience, en fait. Ils ont vécu cette expérience et leur cerveau, en quelque sorte, est capable de s'en souvenir, même si verbalement, ils ne sont pas capables toujours de rappeler ces événements qu'ils ont vécus. Donc ça veut dire que concrètement la musique devient un outil médical. Est-ce que ça change quelque chose sur le terrain? Parce qu'on imagine que ces expérimentations restent encore parcellaires, elles ne sont pas répandues ou dans tous les établissements. C'est en cours, hein, j'imagine, en lien avec la recherche. Qu'est-ce que ça apporte de plus pour les patients? Ils sont moins stressés, ça facilite aussi les interactions peut-être avec les autres patients. Qu'est-ce qui se passe et par rapport aussi aux encadrants et aux aidants? Oui. Alors en effet, il y a d'une part déjà, ça permet d'avoir une vision positive de la maladie d'Alzheimer et pas voir uniquement sous l'angle des déficits, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a une maladie d'Alzheimer qu'on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Il y a encore plein de choses qui sont possibles et la musique est un bon média pour interagir avec les patients puisque c'est longtemps préservé, que ça leur permet d'avoir... il y a plein d'études aussi sur les diminutions de l'anxiété, par exemple, de la dépression. Et ça permet aussi de continuer à mobiliser les fonctions cognitives qui sont encore fonctionnelles en utilisant la musique comme moyen d'entrer en communication. Vous l'avez un petit peu aperçu dans les vidéos départ, ça permet aussi aux patients d'échanger, alors avec les autres patients, mais aussi avec les soignants, avec leurs proches aidants par exemple, et de continuer à avoir des interactions au-delà de la maladie positive. Et donc c'est vrai que... On les sent d'ailleurs, parce que moi j'ai pu voir aussi certains extraits plus longs de films, on les sent plus apaisés, et même dans le plaisir de l'échange. Il n'y a pas d'énervement ou d'agacement généré aussi souvent par la maladie. En effet, et puis ça met, par rapport aux aidants, aux soignants, tout le monde sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire que la musique, c'est un média qui fonctionne bien auprès de ses patients. Ils sont en réussite, donc forcément, c'est moins angoissant quand on fait une activité où on voit qu'on réussit, c'est valorisant. Et forcément, si on est valorisé, on se sent mieux. Et on est donc, je disais, sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on peut discuter de la musique, un patient Alzheimer peut discuter de la musique et dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas, de la même manière que n'importe qui. Et donc ça permet une communication beaucoup plus fluide, probablement, que si on pose des questions sur qu'est-ce que tu as mangé ce midi, est-ce que tu es sorti, des choses comme ça. Et on n'aura pas le temps de tout développer, mais on se rend compte que dans ces ateliers, et comme il y a une régularité aussi de rendez-vous, les patients se souviennent aussi, ou des nouvelles chansons même qu'ils apprennent. Et il y a tout un travail pour mobiliser en tout cas cette mémoire. Mina dos Santos, vous avez travaillé aussi sur le handicap, hein, je crois, et donc l'association entre mémoire et pathologie, et pour soulager notamment. Tout à fait, en fait, je ne sais pas si le micro fonctionne, mais oui. Je parle fort. Merci. Oui. Alors la musique, moi, elle m'a valu une petite mésaventure, justement à cause d'une perte de mémoire, où en fait ça a créé une angoisse chez le patient qui l'a fait un petit peu ce qu'on appelle décompenser, donc avec une perte totale de contrôle, si on peut le dire comme cela. Mais parce qu'en fait, justement, c'était un chant connu, c'était une chanson d'Édith Piaf,
que tous les autres connaissaient, et donc je travaillais autant avec des autistes, et en plus c'est voilà, dans le centre dans lequel je travaillais, il y avait beaucoup de pathologies mélangées, et donc c'était complexe. Enfin voilà, on sait que c'est toujours difficile, il y a souvent un manque de personnel et puis une fragilité de toute façon chez les patients en général, et en fait, au lieu de rassurer la patiente en question, la musique l'a mise dans un état vraiment, vraiment de difficulté. Et ça, c'est vrai que ça mériterait aussi d'être développé. Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est combien ça crée aussi du lien social et du lien verbal. Par exemple, j'avais des patients qui ne parlaient pas, qui ne communiquaient pas. Et en fait, à force d'ateliers, donc pas forcément chanter, je précise, parce que en tant que musicothérapeute, je travaillais aussi avec le son brut. Et en fait, à force, il y avait des regards, il y avait des échanges, il y avait des interactions qui n'existaient pas. Et donc ça, c'est vrai que... En orthopédie aussi, hein, pour réapprendre Oui, à marcher, alors voilà, par et exemple, aussi la sur la musique. douleur, c'est-à-dire qu'on travaillait aussi avec des patients, ça c'était dans le cadre d'un autre stage, des patients qui s'étaient abîmés, le genou, la jambe, qui avaient vécu des traumatismes physiques graves, vraiment des accidents très très graves, et donc il fallait les remettre sur pied au sens propre du terme, et donc réapprendre à marcher. C'est quelque chose hein, pour des adultes de réapprendre à marcher. On est comme un enfant et on vous prend la main et on vous dit allez, un pied devant l'autre. Et en fait, c'est quand même psychologiquement très éprouvant et en plus douloureux. Et en fait, on se rendait compte que la musique atténuait aussi beaucoup la douleur physique parce qu'elle permet aussi de travailler sur la respiration et donc de se calmer, d'apaiser tout ce stress qui est généré par je n'y arriverai pas. Et en fait, c'est vrai que la musique en milieu hospitalier a énormément d'avenir, que ce soit... De vertu, hein, Mathilde. Voilà, Oui. c'est... En effet, ça, à la fois, ça permet un focus attentionnel et il y a beaucoup d'études qui montrent maintenant, par exemple, sur une diminution des antidouleurs par l'utilisation de l'écoute musicale, parce qu'on va se focaliser sur ce qu'on est en train d'écouter et ça permet d'atténuer notre focalisation sur la douleur. Et puis, par rapport à la marche, on a aussi tout ce qui va être en lien avec la synchronisation cérébrale et le fait qu'en fait, notre cerveau va synchroniser sur le tempo de la musique. Et notamment, il y a des travaux qui sont faits chez les patients parkinsoniens, par exemple, pour les aider dans la marche, à initier la marche et à maintenir un rythme de marche. Parce que en utilisant un tempo qui est un tout petit peu plus élevé que le tempo qui correspond à leur marche, et le cerveau va se caler sur ce rythme-là et les aider à avancer. De la même manière, je pense que peut-être vous en avez entendu parler, ou peut-être que vous l'utilisez, la musique dans le footing, lorsqu'on court, où on est souvent plus performant parce qu'on va mettre un rythme de musique entraînant. Et d'ailleurs, c'est interdit en compétition parce que c'est considéré comme du dopage en quelque sorte. Ou la musique, par exemple, dans des cas de migraineux graves qui permet d'atténuer aussi la douleur, en tout cas qui joue un rôle. Je vous laisse la parole à vous tous présents ici, si vous voulez réagir, poser des questions peut-être sur ce thème, cerveau et mémoire. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions, des retours d'expérience? Oui, je vois madame, on va vous donner un micro tout de suite. Voilà, c'est Charlotte qui va vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Catherine. Moi, je peux parler d'une expérience, oui, vécue, parce que je me suis occupée d'un monsieur qui avait la maladie d'Alzheimer, un monsieur juif et d'origine grecque, qui avait aussi eu beaucoup de souffrances, j'avais cru comprendre, pendant la guerre. Et mis à part ça, on passait de la musique grecque, justement. J'avais un disque, je dis on va mettre de la musique grecque. Et là, il se mettait à pleurer. Mais vraiment pleurer. Voilà. Et c'était très émouvant. Mais il voulait recommencer l'expérience. On remettait souvent la musique grecque. Oui, parce que la musique pouvait générer chez lui ou des souvenirs de son qu'il origine. n'exprimait pas forcément, mais les pleurs montraient qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans la tête. Il était revenu à Paris, donc vivre à Paris. Mathilde Groussard. Oui, il y a beaucoup de travaux qui montrent ce qu'on appelle la réminiscence, donc cette capacité sur la base d'une musique à aller récupérer des souvenirs, et notamment chez des patients Alzheimer, par exemple, c'est pas mal utilisé
pour aller récupérer des souvenirs. Alors vous avez sûrement vu tourner sur les réseaux sociaux dernièrement avec la ballerine qui s'est remise à danser sur l'écoute du Lac des Cygnes, je crois, ou le film Live Inside qui justement montre comment les patients Alzheimer, sur la base de l'écoute d'une musique, vont s'ouvrir, se réveiller en quelque sorte, puisque ça entraîne un certain éveil cognitif, puisque ça active, je vous ai montré, je vous en ai parlé, plein de régions cérébrales dans le cerveau, et ça permet de mobiliser le cerveau et d'entraîner un certain éveil cognitif chez des patients qui, par ailleurs, ont plutôt tendance à être ce qu'on appelle apathiques, et si on les mobilise pas, on les sollicite pas, et ben ils vont passer leur journée un peu somnolents, alors même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et de capacités, mais voilà, il faut trouver le bon moyen d'aller chercher, et la musique est un outil relativement facile à utiliser, relativement universel, qui est apprécié par il y a quand même beaucoup de gens qui apprécient la musique. Il faut trouver la bonne musique, on va dire, pour chaque patient. Il faut individualiser, je pense que c'est le plus adapté. Et comme Mina l'a dit, ça va permettre aussi d'aller récupérer des émotions, des souvenirs en lien avec son histoire personnelle. Alors peut-être avant de passer la parole à Mina dos Santos, pour la ballerine, pour ceux qui n'auraient pas ou qui ne connaîtraient pas cette histoire, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus ? Ah oui, c'est ce que je viens d'évoquer, sur la base c'est une patiente Alzheimer, sur la base du Lac des Cygnes qu'on lui a fait écouter, elle s'est remise à danser, une ancienne danseuse. Vous pouvez retrouver les vidéos. Alors qu'elle était apathique avant, c'est ça, ou elle était... qu'elle est une maladie d'Alzheimer, donc si on la laisse, une patiente Alzheimer à un stade avancé, si on ne va pas les chercher et qu'on leur propose rien de particulier, vont plutôt avoir tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Mina dos Santos. Oui, non, c'est extrêmement parlant. En fait, ça m'a rappelé une patiente avec laquelle j'ai travaillé en rééducation orthopédique qui, en fait, on proposait tout un panel de différents styles de musique, notamment des marches militaires, ce qui, moi, ne me parle absolument pas. Mais en l'occurrence, cette patiente, quand elle a vu les marches militaires, elle a dit « Mais je suis fille de militaire !» Et elle s'est remise à marcher avec les marches militaires. En fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette question, pour moi, qui est très importante, mais qui transparaît dans Alzheimer, c'est vraiment notre identité qui transparaît par la musique. Et en fait, on est tous un peu porteurs, moi, d'un concept que j'aime bien, c'est une carte d'identité musicale, parce qu'en fait, elle va beaucoup plus loin que juste des musiques que nous connaissons. On est quand même construit aussi par des sons, il y a aussi beaucoup d'études là-dessus, sur le bébé qui grandit avec des bruits in utero et après post-naissance. En fait, on est construit d'énormément de choses comme ça. Et la musique, je ne sais pas jusqu'à quel âge d'ailleurs on constitue notre patrimoine musical, sonore, identitaire. C'est une question que je me pose, mais en tout cas, ça nous définit vraiment. Et effectivement, tout le monde n'est pas sensible à la musique, mais on voit quand même que c'est un médium, un instrument, un outil qui marche quand même plutôt bien. Alors, une autre réaction, peut-être, ou question ? Oui, mademoiselle ? Oui, j'aurais une question. Du coup, on a vu que les patients d'Alzheimer pouvaient reconnaître des chansons. Enfin, l'apprentissage, est-ce que ils sont capables de reconnaître la chanson et c'est ça l'apprentissage, ou ils sont aussi capables d'apprendre les chansons et du coup les paroles qui iront avec ? Et on pourrait du coup voir aussi les paroles comme étant un outil qui pourrait permettre de leur permettre de remobiliser des connaissances qui sont importantes pour elles et eux. Oui. Alors on a justement, c'est très intéressant parce que c'est vraiment la problématique de savoir si c'est la musique qui va permettre ça ou si c'est les paroles ou la chanson dans son ensemble. Donc ça c'est un travail qu'on a mené aussi, on s'est posé cette question-là, on a fait apprendre des chansons et puis ensuite on leur a présenté soit juste la mélodie, soit que les paroles, sans la mélodie, texte lu sans intonation plus que ça, puisque sinon voilà, il y a la prosodie du langage et si vous... Selon comment vous le lisez, si vous faites la mélodie en même temps, voilà, c'est plus juste les paroles. Et la chanson dans son ensemble. Et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on leur présente le texte tel quel, lu, ils ne reconnaissent pas du tout le texte comme étant, enfin, les mots comme étant
la chanson qu'ils ont appris. Par contre, que ce soit juste la mélodie ou la chanson entière, ils vont reconnaître. Donc ça semble être vraiment plus lié à la musique en elle-même. Par contre, on va aussi constater qu'il y a parfois, dans certains cas, une association qui peut se créer entre un texte et la musique. Mais c'est pas aussi puissant, on va dire, que principalement, ils mémorisent la musique. La mélodie de la musique est... Mais une fois la musique mémorisée, les paroles viennent quand même assez rapidement ou reviennent, et on sent que là, il y a les deux qui s'associent. Hein. Oui. Mina dos Santos, peut-être juste sur les lamentations, est-ce qu'elles sont transmises de génération en génération? Vous disiez que c'était une carte d'identité musicale, mais on imagine que c'est aussi une tradition, qu'il peut y avoir une perte. Est-ce qu'on est face à un risque de l'oubli là, par rapport à cette pratique? Oui, bien sûr, il y a plus vraiment de lamentation. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis 1 mois à en collecter une. Donc, parce qu'en fait, on n'a plus les mêmes rituels, on n'a plus besoin, on ne fonctionne plus de la même manière. La temporalité est différente. Avant, il y avait une société qui était rythmée par les travaux agricoles. Aujourd'hui, on en est tellement loin, et bien évidemment que ça se perd. Alors, c'est les ethnomusicologues qui font ça. Ceux qui les archivent, les archivistes, beaucoup. Et puis, bien sûr, il y a aussi, enfin, c'est pas du tout la bonne vidéo, pardon, ouais. Mais la femme que nous avons vue a une fille qui connaît les chants, mais ne se lamente pas parce que, en fait, le contexte ne s'y prête plus. Et puis, en plus, c'est quand même connoté de manière tellement dramatique qu'on sait qu'on va quand même aller... fricoter avec la souffrance, si je puis dire. Il y a quand même et on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Parce que derrière la lamentation, je pense que la fille de cette dame voit aussi la guerre. Et en fait, c'est une génération qui est traumatisée. Quand on a un enfant d'une personne qui a vécu la guerre, on n'a juste pas du tout envie de la revivre. Donc je crois qu'il y a aussi une forme de rupture historique avec le fait de ne pas forcément prolonger. Et donc, bien sûr, c'est totalement, je pense, oui, en perdition. En extinction. Voilà. En extinction. Oui. Alors, je me tourne vers vous tous parce qu'il y a une chanson de Serge Gainsbourg qui utilise, on peut dire, ce principe des lamentations. Ce serait laquelle? Est-ce que quelqu'un voit un petit peu à quelle chanson je fais allusion? Non? Où on entend les pleurs? De Jane Birkin. Bravo, madame, vous avez gagné, effectivement, et on peut mettre... Alors, on a mis en parallèle, on vous a prévu les paroles de la chanson de Serge Gainsbourg. Mina dos Santos, vous pouvez nous parler effectivement de cette mise en parallèle qui est très intéressante. En fait, tout simplement, une fois, je suis en soirée, et puis j'avais une présentation sur les lamentations le lendemain, et ça passe, et j'entends, je suis venue te dire que je m'en vais, et j'entends les sanglots dans les chansons. Et parce que j'avais une lamentation à faire écouter, justement, où il y avait vraiment la présence de pleurs, qui était vraiment dramatique. C'est-à-dire que si vous la passez, l'auditoire est forcément troublé. Parce que c'est quand même très difficile quand on entend quelqu'un qui vocifère, qui gémit, qui pleure, ça fait quand même toujours quelque chose. Or, dans la chanson de Gainsbourg, on n'a pas des sanglots très prononcés, mais on a vraiment des pleurs, on a quelqu'un qui renifle. Et puis, le mode de communication est assez semblable à celui de la lamentation, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, que ce soit on parle de rupture, rupture au sens propre et figuré du terme, c'est-à-dire qu'on peut se faire plaquer, comme l'évoque la chanson de Gainsbourg, et puis on peut se faire plaquer de manière très concrète, de manière très dramatique, et c'est la mort. Et dans les deux cas, il y a une mort, il y a une séparation, et soit il y en a un qui dit « c'est moi qui pars », soit c'est l'autre qui dit « c'est toi qui es parti ». Et dans les deux cas, ça provoque une émotion irrépressible. Et donc, moi j'avais mis cette chanson en regard le lendemain, justement pour cette présentation. Et bon, forcément, on n'était pas dans l'ethnomusicologie, mais ça vient quand même questionner ce rapport à la douleur et aux pleurs qui peuvent en fait arriver dans la musique.
Alors toujours attendu. Pour des précisions supplémentaires, quand Gainsbourg écrit cette chanson, c'est en 1973, il a été victime d'un infarctus, donc hospitalisé. Donc on peut dire que le lien avec la mort, il a pu le ressentir. Et en même temps, il nage dans le bonheur avec Jane Birkin à l'époque, puisque Jane Birkin vient d'accoucher de leur fille Charlotte. Mais Serge Gainsbourg a éprouvé le besoin d'écrire cette chanson en pensant à sa femme précédente, en fait, son épouse avec laquelle il avait eu 2 premiers enfants. Voilà. Et donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu pourquoi tout d'un coup, peut-être que connaissait-il le principe des lamentations, on ne sait pas, mais on peut se dire qu'il y a quand même ça, et c'est voilà, le parallèle était assez intéressant à discuter ensemble. Le contexte est hyper intéressant, que j'ignorais par ailleurs. Oui. Donc, et je crois que Gainsbourg, il avait des origines juives russes, si je dis pas de bêtises. Et donc je pense... À fouiller alors, hein, Ouais. Mina Dos Santos, à travailler encore. Est-ce que, allez, encore peut-être une réaction? Allez-y, monsieur. Oui, vous y avez un petit peu répondu, mais je vais quand même reposer la question. À votre avis, est-ce chez un sujet sain, qui n'a pas connu d'épreuve particulière a priori, comment la découverte d'une musique instrumentale, sans parole, inconnue, peut provoquer une émotion éventuellement très prononcée? C'est la question que je me pose. C'est plutôt pour vous, hein, Mathilde Groussard. Voilà. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sans être musicien, on développe une capacité à comprendre la musique par l'écoute, parce qu'on est exposé à la musique depuis qu'on est né. Dans notre culture, on a quand même beaucoup d'exposition à la musique. Et le plaisir musical est fait lié aux prédictions qu'on va faire, en fait. Donc entre autres. Donc quand vous allez écouter une musique, même si c'est pas une musique que vous connaissez, vous allez faire des prédictions sur ce qui va se produire dans la musique, comme l'organisation de la musique. Est-ce que ça va être plutôt aigu, grave, rapide, etc. Et plus votre prédiction elle est satisfaite, plus ça correspond à ce que vous avez prédit, plus vous allez ressentir du plaisir et probablement une émotion par rapport à ça. Et puis, on a tout un tas de travaux qui montrent que lorsqu'on écoute de la musique, ça va impliquer les régions qui sont impliquées dans les émotions, qui sont notamment l'insula, et tout ce qui est en lien avec le circuit de la récompense. Donc, de la même manière, ça crée chez vous, lors de l'écoute de la musique, une activation de structures qui sont impliquées dans les émotions. Et on sait qu'en fonction du tempo, par exemple, de la musique, si c'est un tempo lent ou plutôt rapide, un mode majeur ou mineur, ça va procurer, c'est assez universel, plutôt une émotion plutôt positive ou plutôt négative. Donc plaisir, donc dopamine. Oui, c'est ça. Hein, aussi. Et ce qui peut être intéressant aussi par rapport à la question de monsieur, c'est de se dire, même si c'est une chanson, une musique qu'on ne connaît pas, hein, c'est ce que vous vouliez dire, est-ce que, selon la réaction, ça peut faire quand même référence à cette fameuse identité musicale? C'est-à-dire, inconsciemment, en fait, faire peut-être ressurgir quelque chose qui serait de l'ordre de la culture, des racines, et un patrimoine, en fait, qu'on aurait depuis plus longtemps. Oui, de toute façon, la musique, à moins que ce soit pas de la musique qu'on a l'habitude d'entendre, elle est constituée de notes et d'une structure qu'on retrouve par ailleurs. Donc, en effet, normalement, probablement, ça va générer des... Je rebondis juste 30 secondes par une expérience que j'ai menée donc, dans plusieurs ateliers quand je travaillais comme musicothérapeute. J'ai eu une adhésion à 100% des patients avec un style de musique qui était le flamenco, qui n'était absolument pas issu de leur bagage culturel. Et j'écoutais en fait ton directeur de recherche, Hervé Platel, qui donnait une conférence ce vendredi. Et justement, il répondait un peu à la question de monsieur en disant que la musique frisson, comme on pouvait l'appeler, cette musique qui va nous faire saisir, en fait, vivre exactement nous faire des vibrer, choses inattendues. Elle était quand même plutôt liée à un bagage culturel, effectivement, mais le flamenco. Enfin,
Pas que, hein, mais... Vous pouvez l'essayer ce soir, hein, si vous voulez, pas de problème. Tentez l'expérience et vous nous faites des retours sur le site du muséum, mnhn.fr, ce sera avec plaisir. Merci à tous de votre présence. Merci Mathilde Groussard, merci Mina Dos Santos, merci à toute l'équipe du muséum. Et puis bien sûr, pour plus d'informations et les liens et d'autres références, si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de le creuser, eh bien direction le site du muséum.fr. Merci à vous.